Elle m'a installée dans la cuisine. C'est là que j'ai regardé mon unique fils se marier, à travers une porte battante, juste derrière un plateau de brochettes crevettes que j'avais moi-même financé. Il n'y avait pas de carton avec mon nom, pas de sourire à mon arrivée, aucune chaise devant, juste un siège pliant glissé entre les plateaux traiteurs et un chariot bancal qui grinçait chaque fois qu'on le poussait devant moi. Voilà ce qu'on m'avait réservé. Moi, la mère du marié, celle qui avait payé l'intégralité de la réception, reléguée derrière la ligne de buffet. Je suis restée debout un moment, les paupières battantes. L'odeur d'ail et de sauce tomate flottait dans l'air comme un vieux regret. Ma robe en mousseline, vieux rose, cousue à la main, me semblait soudain ridicule. J'avais passé des heures au salon de coiffure ce matin-là, à faire semblant que cette journée pourrait compter un peu pour moi aussi. Mais personne ne m'avait prévenu. Ni Thomas, ni Lucie. Pas un mot, pas un regard, pas même un « désolé, on a fait d'autres choix pour le placement ». Quand je suis arrivée, personne ne m'a adressé la parole. Thomas n'a même pas croisé mon regard. Trop occupé à ajuster ses boutons de manchette et à sourire à la mère de Lucie, comme si c'était elle qui l'avait élevé, comme si c'était elle qui avait cumulé les gardes pour lui payer ses soins dentaires et ses repas. J'ai serré dans mes mains ce petit sac en cuir beige qu'il m'avait offert pour la fête des mères il y a des années. Mes doigts tremblaient, agrippés à ce dernier fragment de dignité. Un jeune responsable du traiteur, à peine 20 ans, s'est approché timidement. « Madame, ils m'ont dit de vous installer ici. La mariée souhaitait éviter les contrastes visuels avec le thème. » Le mot thème a résonné dans ma tête comme un écho cruel, comme si j'étais un accessoire mal assorti dans un album photo millimétré. Alors je me suis assise. Sur cette chaise glissante, le sol collait un peu, une tache sombre juste en dessous de moi. Je n'ai rien dit. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas protesté, parce que c'était censé être la journée de Thomas, parce que je m'étais répété de ne surtout pas gâcher son mariage, parce que je croyais encore que tout payer me donnerait une place légitime dans l'histoire. J'avais tort. 12 années de ma vie, sacrifiées. Des week-ends entiers, des relations brisées, des jours fériés passés à faire des heures supplémentaires. Voilà ce que ça m'avait coûté d'élever Thomas. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si c'est la première fois que vous tombez sur cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous aussi on vous a déjà relégué dans l'ombre après avoir tout donné, cliquez sur j'aime. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que ce genre de trahison, ce genre de mise à l'écart, ça n'arrive qu'à moi, ou est-ce que ça existe partout? J'étais infirmière, enchaînant les gardes de nuit pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Il y a eu des années sans vacances, sans même un vrai gâteau d'anniversaire. Mais je lui ai tout donné. Et quand il s'est fiancé à Lucie, je me suis dit que j'allais encore donner plus. J'ai ouvert mes économies. J'ai payé le lieu, le traiteur, les fleurs, le groupe de musique, chaque détail, chaque petite amélioration. Tout venait de mon compte en banque. Même la robe que Lucie portait pour descendre l'allée, je l'avais réglée avec ma dernière prime avant la retraite. Je croyais que ça comptait. Je croyais que le fait d'avoir bâti les fondations me garantirait un siège à la table, un moment, un merci, une danse, quelque chose. Au lieu de ça, j'ai eu une serviette en papier sur une chaise à côté d'une pile d'assiettes sales et un livret de cérémonie où mon nom manquait. Je l'ai relu, imprimé sur un carton crème avec des lettres en cursive. Son père l'avait conduite à l'hôtel. Sa mère avait prononcé le premier toast. Mon nom n'y figurait nulle part, pas même une mention dans la liste des membres de la famille. Et pourtant, j'avais été là à chaque étape. J'avais gratté pour lui payer ses médicaments contre l'asthme, j'avais traversé la ville sous la neige pour ses sorties scolaires, j'avais sauté des repas pour qu'il mange mieux. Et maintenant j'étais là, réduite à une silhouette muette derrière une porte, la femme qui avait financé la fête, mais qui ne faisait pas partie du décor. J'ai jeté un coup d'œil à travers l'ouverture de la porte de cuisine et j'ai vu le lustre étinceler au-dessus de Thomas et Lucie qui dansaient, pour la première fois, en tant que mari et femme. Il ne m'a pas regardée une seule fois. Mes doigts se sont crispés autour de la serviette en tissu, posée sur mes genoux. Je l'ai portée à mes lèvres, faisant semblant d'essuyer une tache invisible. Mes yeux brûlaient, mais je me suis dit que c'était à cause des oignons, de la vapeur, de la chaleur. Pas à cause de la trahison. Mais c'était bien ça. Une trahison douce, emballée dans la politesse, habillée en pastel et en déco Pinterest. Une exclusion avec le sourire.
Et là, quelque chose a changé en moi. Pas une rupture, non. Une fissure, comme une microfracture dans du verre, silencieuse, invisible aux autres. Mais moi, je l'ai sentie. Parce que, pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas invisible par accident. On m'avait effacé volontairement. Et j'avais laissé faire. De retour à l'hôtel, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée allongée dans ce lit trop grand, encore habillée de ma robe en mousseline, que j'avais pourtant choisie pour une journée que j'imaginais douce. Le ventilateur au plafond tournait au-dessus de moi comme s'il menaçait de se décrocher à tout moment et de s'écraser sur ma poitrine. Une part de moi l'a presque souhaité. Mes pieds me faisaient mal, enflés, à force d'avoir piétiné dans des talons que personne n'avait admirés. Mes cheveux empestaient la graisse de cuisine au lieu du parfum de rose. Je n'avais rien mangé. Et je ne pouvais pas. Vers 3 heures du matin, je me suis assise et j'ai saisi ma tablette. Le fichier du budget du mariage était toujours ouvert, soigneusement tenu depuis plus d'1 an. Chaque ligne enregistrée, chaque chèque envoyé, chaque supplément demandé par Lucie avec ce mot qu'elle adorait, raffiné. On veut juste quelque chose d'un peu plus raffiné, Hélène, disait-elle avec son petit sourire pincé, comme si chaque demande n'était pas une égratignure de plus. C'est comme ça qu'on a fini avec une calligraphie sur mesure pour les invitations. C'est comme ça que le lieu a changé. Fini la petite salle paroissiale, remplacée par une grange rénovée avec lustres suspendus et murs à whisky rustique. C'est comme ça que le bar est passé de vin et bière basique à une carte de cocktail personnalisée. J'ai tout payé. Personne n'a proposé de partager. Ni Lucie, ni ses parents, ni Thomas. Et je n'ai rien demandé. Parce que je voulais qu'il ait le genre de mariage que je n'avais jamais pu imaginer à son âge. Je pensais que lui offrir ça aurait du sens. Et puis j'ai vu les nouvelles lignes. Elles n'étaient pas sur le fichier original. 2 dépenses ajoutées sans mon accord, juste avant le mariage. Une note de dégustation dans un bar chic. Un dîner privé amélioré. Dans le même restaurant où, une fois de plus, on m'avait installé près de la cuisine. Mon estomac s'est retourné. J'ai vérifié la carte bancaire. C'était bien la mienne, utilisée sans mon autorisation. Et ensuite, le pire. Une transaction publique sur l'application de paiement. Lucie avait envoyé de l'argent à l'une de ses demoiselles d'honneur. La note disait « C'est sa mère qui paie tout ». Autant se faire plaisir. Ambiance mariage. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai regardé l'écran, vide. Ma mâchoire s'est tendue. Ma poitrine s'est creusée. La confiance que j'avais portée comme une seconde peau venait de se déchirer. Il ne m'avait pas seulement oublié. Il m'avait utilisé. Ouvertement. Naturellement. Comme si c'était normal. Comme si je n'étais pas une personne, mais une ressource. Et cette prise de conscience m'a fait plus mal que n'importe quelle chaise froide ou assiette en carton. Ce n'était pas juste à propos de cette place en cuisine. Ce n'était pas l'absence de fleurs ni le nom oublié dans le livret. C'était cette certitude tranquille qu'on me prendrait tout et qu'on s'attendait à ce que je dise merci. Et c'est ce que j'avais fait. Pendant des années. Jusqu'à maintenant. Le soleil commençait à peine à se lever quand j'ai passé mon premier appel. Assise à ce petit bureau d'hôtel, le programme froissé toujours dans mon sac à main, le maquillage d'hier encore taché sous mes yeux, j'ai posé les mains sur le clavier. Le premier message est parti au fleuriste. Merci d'annuler la livraison de dimanche. Selon notre contrat, le solde restant ne sera pas versé. Cordialement. Le deuxième, au groupe de musique, nous n'aurons pas besoin de vos services pour le brunch post-mariage. Le contrat est considéré comme clos. Le troisième, au prestataire du bar, nous réduisons les effectifs. Annulez le deuxième service. Ne traitez pas le dernier paiement. Chaque message était court, poli, direct et définitif. Je n'ai rien justifié. Je n'ai pas présenté d'excuses. Je n'ai pas cherché à me faire rembourser. Je voulais une seule chose, arrêter de donner. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie calme. Mon cœur ne battait pas à tout rompre. Mes mains ne tremblaient même plus. Il n'y avait plus cette boule dans ma poitrine. Juste un silence intérieur, comme un moteur longtemps arrêté qui redémarre sans bruit. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel passait du bleu brisé à l'or pâle. La ville s'éveillait doucement. Des klaxons, des passants, des clients d'hôtel qui sortaient avec leurs valises et leurs sourires encore pleins d'euphorie. Quelque part, dans un autre quartier, Thomas et Lucie ouvraient sûrement leurs rideaux sur des plateaux de petit déjeuner et des notifications Instagram. Ils ne savaient pas encore.
Ils ignoraient que leur brunch tant rêvé, avec croissants personnalisés et centre de table fleuri, allait être une pièce vide, un bar sec. Ils ne savaient pas que la musique ne jouerait jamais. Ils ne savaient pas que la femme qu'ils avaient mise derrière la porte de la cuisine venait de reprendre chaque partie de leur journée parfaite qu'elle avait financée. Et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Pas une miette. Parce que je n'avais pas crié. Je n'avais pas gâché leurs vœux. Je n'avais pas interrompu leur première danse. Je m'étais simplement retirée. Comme la marée qui se retire d'une plage, qui a toujours pris sans jamais rien rendre. Qu'ils se posent des questions, qu'ils cherchent une explication, qu'ils tentent de reconstruire le fil. Peut-être penseront-ils au plan de table, peut-être à une incompréhension, qu'ils brodent une version pour se rassurer. Mais jamais ils ne devineront la vérité, que la femme qu'ils ont traitée comme une ombre venait de leur rappeler, sans un mot, qui avait rendu toute cette lumière possible. Je ne suis pas retournée au mariage. J'ai plié mes affaires lentement, avec soin. J'ai rangé la robe que j'avais cru choisir pour un jour de joie. Et j'ai quitté l'hôtel sans prévenir personne. Le silence m'a semblé approprié, comme une réponse logique au vacarme qu'ils avaient construit sans moi. De retour chez moi, la maison était paisible. L'odeur du linge propre flottait encore dans les draps. Je me suis déplacée dans chaque pièce, comme dans un rêve. Chaque photo de Thomas sur les murs semblait avoir gagné du poids. Dans ma chambre, j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. Sous des papiers d'assurance et des coupons périmés, il y avait une chemise rouge que j'avais presque oubliée. Elle contenait des fragments de ma vie, celle que j'avais bâtie seule, patiemment. Et là, plus mince qu'une feuille, un courrier encore scellé. L'enveloppe était jaunie, l'encre pâlie. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. David, mon ex-mari, décédé il y a presque 10 ans. La lettre était datée de 3 jours avant sa mort. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La première ligne était simple. « Hélène, je sais que tu n'as jamais voulu de mes nouvelles, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » J'ai retenu mon souffle. « Je porte un secret que je ne veux pas emporter avec moi. Tu mérites la vérité. Thomas n'est pas ton fils biologique. Lucie était déjà enceinte quand on s'est remis ensemble. J'ai cru que je pourrais faire semblant, qu'il serait quand même à moi. Mais il ne l'était pas, et aucun de nous ne te l'a jamais dit. » J'ai arrêté ma lecture. Le sol a semblé bouger sous mes pieds. J'avais élevé un enfant que je croyais être le mien. Chaque genou écorché, chaque dictée, chaque nuit blanche. Je les avais traversées toutes, sans jamais savoir que je n'avais pas été choisie, juste disponible. J'ai fini la lettre. Des excuses, des justifications, des regrets. Des mots d'un homme qui avait fui, mais qui m'avait laissé la charge la plus immense entre les mains, sans jamais m'offrir la vérité. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient déjà parties, versées des décennies plus tôt pour d'autres raisons. Ce n'était pas du chagrin, ce n'était même plus de la peine, c'était de la clarté. Thomas n'avait jamais été mon fils par le sang, pas même par hasard. Mais je l'avais fait mien par chaque repas cuisiné, chaque facture réglée, chaque anniversaire organisé avec un salaire trop court. J'avais passé tous les tests sans même savoir qu'ils existaient. Et pourtant, au moment où il aurait pu dire « c'est elle qui m'a construit », il était resté silencieux. Il m'a laissé en cuisine. Il a laissé le mensonge perdurer, comme si ce n'était pas important de reconnaître celle qui l'avait élevé. Mais je savais maintenant. Il ne m'avait pas effacée parce que je n'étais pas sa vraie mère. Il m'avait effacée parce que c'était plus simple. Et cette vérité-là, aussi tranchante soit-elle, sonnait aussi comme un commencement. Parce que lorsqu'on a été oublié par quelqu'un à qui on a tout donné et qu'on survit malgré tout, on comprend qu'on n'a plus besoin de faire partie de leur histoire. On peut écrire la sienne. Je n'ai parlé à personne de cette lettre. Je n'avais pas besoin de leur surprise ni de leur compassion. Je ne voulais pas être consolée pour une vérité que j'avais déjà surmontée. Alors, à la place, j'ai nettoyé la maison. Délibérément. J'ai décroché chaque photo de Thomas. Les clichés de son enfance, sa remise de diplôme, les fêtes que j'avais planifiées, financées, animées. J'ai tout enveloppé dans de vieilles serviettes, étiqueté le carton. Souvenirs, pas obligation, et je l'ai rangé tout au fond du placard. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour une seule personne. Pas des restes, pas un plat surgelé, un vrai dîner. Des pâtes au citron et tomates cerises rôties à l'ail. Une recette vue un jour dans une émission de voyage, mais que je n'avais jamais testée parce que Thomas détestait les tomates. J'ai allumé une bougie, mis du jazz doux.
dressé la table avec des assiettes en porcelaine et une serviette en tissu. Pas pour être vue, pas pour impressionner, juste parce que j'en avais envie. Le silence dans la maison ne ressemblait plus à une absence. Il ressemblait à une vérité retrouvée. Ce week-end-là, j'ai envoyé 6 invitations. Pas de dorure, pas de calligraphie, juste du papier ligné jaune et mon écriture, ferme, posée. J'ai invité Claire, une collègue des urgences qui me glissait des cafés en douce dans mon casier. Monsieur Laurent, le voisin qui déneigeait toujours mon trottoir avant que je me lève. Aïcha de la librairie, qui me demandait souvent comment ça va, et le pensait vraiment. Et Jeanne, une autre infirmière qui était restée une fois après son service, le soir de son propre anniversaire pour me couvrir. Aucun d'eux ne partageait mon sang, mais tous m'avaient vue, vraiment. Ce soir-là, on s'est retrouvés autour de la vieille table qui, autrefois, servait à plier le linge et aidait Thomas pour ses devoirs. Cette fois, elle supportait des verres à vin, des plats fumants, des rires légers. Ce n'était ni un mariage ni une fête, juste un dîner. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais assise à la tête d'une table que j'avais choisie. À la fin du repas, Claire a levé son verre. « À Hélène », a-t-elle dit, pour nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la place qu'on mérite. Tout le monde a levé son verre, et j'ai ri. Vraiment. Pas un rire poli, pas un rire discret, un rire profond, venu de la poitrine, un rire qui avait le goût de la liberté. Le coup est arrivé un peu après midi. 3 coups, ni précipités, ni hésitants, juste réguliers. Comme s'il savait que j'étais là. Comme s'il comptait rester tant que je n'aurais pas ouvert. J'étais pieds nus dans le couloir, immobile. À travers le verre dépoli de la porte d'entrée, j'ai reconnu la silhouette de Thomas. Cela faisait 1 semaine. 7 jours de silence de ma part. 7 jours d'effondrement pour lui. J'ai ouvert lentement. Il avait l'air le même, mais non, pas vraiment. Le costume avait disparu. L'éclat aussi. Il portait un t-shirt froissé, des cernes marquaient ses yeux, ses épaules étaient voûtées comme si, enfin, le poids de tout ce qu'il n'avait pas vu lui retombait dessus. « Bonjour, maman. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement reculé. Il a hésité, puis est entré. La maison était propre, paisible. Le soleil traçait des lignes dorées sur le parquet. La cheminée était nue. Toutes les photos avaient disparu. Ses yeux ont balayé les murs, les étagères. Où sont les photos? Je n'ai pas répondu. Assieds-toi. Il s'est installé, lentement, dans le vieux fauteuil. Celui où je le berçais quand il était enfant. Il a levé les mains. Je ne suis pas venue me disputer. Tant mieux. Il s'est passé une main dans les cheveux. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Un jour tout allait bien et le lendemain, tu annulais tout. Les gens posent des questions. La mère de Lucie, elle est furieuse. Je suis allée chercher la boîte, celle que j'avais remplie. Je l'ai posée sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que c'est? Des justificatifs. Tous les paiements, tous les prestataires, tous les services, depuis 1 an. Il l'a regardée sans la toucher. Puis je lui ai tendu la lettre, celle écrite de la main de David. Je n'ai pas parlé pendant qu'il la lisait. Son visage est passé de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose de plus diffus. Du regret, peut-être. Ou une prise de conscience. Tu savais? Je sais maintenant. Sa voix a tremblé. Alors tu m'en veux parce que je ne suis pas ton fils biologique? Je l'ai interrompu net. Je t'en veux parce que je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. Et au moment de me reconnaître, de simplement me regarder, tu as laissé les autres me repousser, derrière une porte. Et tu n'as rien dit. Il a baissé les yeux. Je ne pensais pas que ça te blesserait. Lucie voulait juste que tout soit harmonieux sur les photos. Elle disait que ça rendrait mieux. J'ai ri. Bref. Froid. Non, Thomas. Tu n'y as juste pas pensé. J'ai pris un cadre vide sur la cheminée. Ici, il y avait une photo de ta remise de diplôme à la maternelle. Tu avais une tache de feutre sur la chemise, une dent en moins. Et tu avais couru vers moi. Je la garde en mémoire. Mais c'est terminé. Je l'ai posée face contre bois. Je n'ai plus envie de m'accrocher à des versions de toi qui n'existent plus. Ses yeux se sont humidifiés. Je suis désolée. Trop tard, ai-je dit. Je lui ai tendu la boîte. Elle est à toi maintenant. Puis je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il a hésité. Tu disais toujours que j'étais ton monde. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu l'étais. Et maintenant je suis enfin le mien. J'ai refermé doucement. La maison est redevenue silencieuse.
mais pas vide, pas pesante. Elle sentait l'ail et le romarin du dîner de la veille. Les assiettes dépareillées étaient encore sur la table. Un verre à vin brillait sous la lumière. Il y avait du rire dans les coussins, de la chaleur dans les murs. Rien de tout cela ne venait des gens qui m'avaient un jour appelé famille. Et pourtant, tout ici ressemblait à un vrai foyer. J'ai préparé du café. Je me suis assise sur le porche. Le vent a caressé mes bras nus. Les oiseaux chantèrent dans le jardin que j'avais autrefois planté pour Thomas. Les rosiers étaient en fleurs, sauvages, indomptés, comme moi. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'ai pas attendu un autre pardon qui n'arriverait pas. Parce que voilà la vérité. Tu peux offrir ton temps, ton amour, ta vie à quelqu'un. Et cette personne peut quand même choisir de t'oublier. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'oublier toi-même. Je ne suis plus la femme dans la cuisine. Je suis celle qui a payé la salle et qui en a repris les clés. Celle qui a transformé le silence en force. Celle qui s'est assise à sa propre table et l'a remplie de gens qui la voient. Pas comme une figurante, pas comme un plan B, comme l'histoire principale. Ce n'est pas une vengeance, c'est une reconquête. Et si toi aussi tu as été rabaissé, effacé, exploité, alors cette histoire est la tienne. À celles qui ont tout donné et à qui on a dit que ce n'était pas assez. À celles qui ont construit la maison et qu'on a reléguée à l'arrière. À celles qui sont restées en retrait trop longtemps. C'est ton signal. Prends ta place. À la tête de ta propre table. Si ce récit t'a touché, partage-le. Commente. Laisse ta voix se faire entendre. Le silence est puissant. Mais l'invisibilité, elle, ne doit jamais être une fin.